Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 8. Je vais vous parler aujourd'hui de la diète low carb ou diète pauvre en sucre et vous expliquer pourquoi elle est une nécessité absolue, surtout l'âge avançant, et que cette nécessité est corrélée à la physiologie de l'intestin grêle. L'intestin grêle est l'organe d'absorption par excellence et par définition, puisqu'il est conçu pour absorber 90% des nutriments dont nous avons besoin, issus de la digestion des aliments. L'intestin grêle est également l'école de formation des acteurs immunitaires. 80% de notre système immunitaire réside dans sa muqueuse, ce qui est normal, logique, puisqu'il reçoit notre vie entière des éléments issus du monde extérieur et qu'il est la barrière physique, physiologique et immunitaire qui sépare notre précieux monde intérieur des éléments pathogènes du monde extérieur. Le grêle est notre Graal, c'est lui qui nous fournit de quoi vivre, c'est lui qui nous protège des innombrables éléments nocifs qui passent dans sa lumière, la lumière étant l'espace intérieur de l'intestin. Le grêle conditionne notre durée et notre qualité de vie. Notre quête est donc de le préserver à tout prix, de veiller à ce qu'il reste en parfait état de fonctionnement car notre santé en dépend. Un grêle perturbé, c'est une vie dégradée. Tout le monde connaît cet adage, on a l'âge de ses artères. Je préférerais de loin celui-ci, on a l'âge de son grêle. Un grêle altéré, c'est un vieillissement accéléré. Même les artères dépendent de son intégrité. Le grêle absorbe donc les nutriments et parmi ceux-ci se trouvent les sucres. Les sucres absorbables par le grêle sont, pour les plus connus, le glucose, le fructose, le lactose, le galactose et l'amidon, qui n'est en fait rien d'autre que du glucose. Les fibres sont également des sucres, mais ils seront traités plus loin avec les amidons résistants dans le côlon, lieu prévu à cet effet. Le problème avec les experts en nutrition est qu'ils fondent l'ensemble de leur raisonnement physiologique sur les sucres absorbés par le grêle, c'est-à-dire les sucres qui passent à travers sa muqueuse, comme le glucose et le fructose, qui se retrouvent dans la circulation sanguine et qui devront être traités par l'organisme. Ces sucres absorbés, je n'en parlerai pas ici, d'autres le font très bien. Nous savons tous parfaitement que trop de sucre ingéré, absorbé, est mauvais pour la santé et qu'ils peuvent induire, si l'on exagère, un hyperinsulinisme, puis une insulinorésistance extrêmement délétère, pouvant installer un diabète de type 2, un syndrome métabolique, une obésité, une inflammation chronique et une glycation désastreuse, c'est-à-dire une hyperoxydation et un vieillissement prématuré. Consommer trop de sucre est mauvais pour la santé, c'est bien connu. Je vais donc vous parler d'un phénomène nettement moins connu, voire même ignoré des experts en nutrition, mais peu experts de la physiologie digestive, un phénomène bien plus important que celui des sucres absorbés par le grêle. Je vais vous parler des sucres non absorbés par le grêle, source de nos maux corrélés à une dysbiose, c'est-à-dire à un trouble du microbiote, cause de 90% des maladies chroniques modernes, maladies auto-immunes, cancers, maladies neurodégénératives et cardiovasculaires, eczéma, urticaire, asthme, allergie, foie gras, diabète, SAMA, dysimmunité, réactivation virale, inflammation chronique, etc. Une liste exhaustive prendrait trop de temps. L'important n'est donc pas tant les sucres absorbés que les sucres non absorbés, car sachez-le, un sucre ingéré n'est pas forcément un sucre absorbé. Les sucres non absorbés par le grêle sont gages de nos malheurs à venir, bien plus que les sucres absorbés. Qui s'en inquiète? Développons donc ce sujet capital pour la santé métabolique. Notre microbiote digestif est essentiellement concentré dans le côlon, dans la bouche également, entre ses extrémités du tube digestif, le grêle, est lui aussi pourvu d'une flore, certes riche de préférence, mais de faible population comparativement à la bouche et au côlon. C'est-à-dire que de nombreuses familles bactériennes y sont présentes, mais que leur population est et doit impérativement rester modeste. Très modeste même au niveau du duodénum, modeste au niveau du jéjunum, et ce n'est qu'à la fin de l'iléon que la population augmente quelque peu, juste avant le côlon et sa première partie, le cécum. D'ailleurs,
une porte physiologique, une valve à sens unique, la valve iléocécale, permet d'éviter tout reflux de la flore colique vers l'iléon et sépare ce monde de faible population du grêle du monde de forte population du côlon. La flore du côlon doit rester dans le côlon, ainsi va la nature. Et même dans le côlon, il est important de veiller à ce que la population ne croisse pas outre mesure sous peine d'une dysbiose colique et d'une inflammation chronique du côlon, fléau très courant de nos jours. Une dysbiose, c'est un excès de flore, une pullulation bactérienne de la flore de fermentation. Le problème majeur de la plus grande partie de la population des plus de 50 ans, et parfois bien avant, c'est la masse bactérienne. Que celle-ci dépasse ce que la nature a prévu pour nous et c'est le début des problèmes métaboliques corrélés à l'inflammation chronique. Et la nature n'avait pas prévu par définition l'alimentation contre nature antiphysiologique qu'est l'alimentation moderne. Je rappelle au passage que les céréales et leurs farines sont des sucres puisque riches en amidon et que leur consommation de nos jours est bien trop importante. Une flore saine, c'est une flore riche, c'est-à-dire variée et équilibrée. Une dysbiose, c'est une flore pauvre, c'est-à-dire peu variée, déséquilibrée, de fortes populations de familles de bactéries qui ont conquis le territoire des familles concurrentes. Dans le tube digestif, de la porte d'entrée à la porte de sortie, c'est la guerre des mondes. Des familles de bactéries se jaugent et guettent le moment opportun pour passer à l'attaque. Le moment opportun, c'est le moment où elles atteignent le nombre suffisant par pullulation. C'est alors une attaque systématique qui s'opère, corrélée au nombre pour vaincre les familles concurrentes de nombre inférieur et installer ainsi un biofilm résistant. C'est leur but ultime, conquérir le territoire, c'est-à-dire nous. Et non seulement le tube digestif, mais l'ensemble des organes. Tout organe a sa propre flore, tout organe a donc un risque de dysbiose, y compris nos artères de l'adage cité plus haut. Et comme tout commence par le tube digestif, surtout la bouche et le grêle, toute dysbiose de ces flores hautes aura des conséquences possiblement désastreuses sur la flore basse du côlon, puis sur les divers organes en fonction de l'entérotype concerné, des prédispositions et des sensibilités de chacun. Concernant les entérotypes, je vous renvoie à mon dernier livre pour toutes les précisions car cela nous prendrait trop de temps ici. Les bactéries de notre microbiote se nourrissent par fermentation des sucres que nous ingérons, pas des graisses ni des protéines. Les bactéries vont produire des graisses et des protéines qui sont des déchets métaboliques liés à la fermentation des sucres. C'est donc nous, par nos choix alimentaires, qui fournissons la pitance aux bactéries de notre microbiote digestif. Nous sommes l'intendance des armées. Trop de sucre induira à terme une pullulation bactérienne de la flore de fermentation, c'est-à-dire une dysbiose. Par ce phénomène complètement inconnu de nombreux spécialistes, y compris du microbiote, je nomme la malabsorption des sucres de l'intestin grêle. Le grêle, organe d'absorption des sucres, sujet de ce podcast, est un organe comme les autres, qui vieillit au fil des années, et il se trouve que sa capacité d'absorption des sucres diminue avec le temps, ou disons plutôt que sa malabsorption augmente avec le temps. Cette malabsorption est notre pierre d'achoppement. Son niveau détermine la limite de sucre fermentescible que nous pouvons ingérer sans aller vers l'inévitable dysbiose et sa cohorte de maladies et de troubles métaboliques si le dépassement de cette limite s'avère être pérenne. La nature n'apprécie pas que nous dépassions de façon répétée et chronique nos capacités physiologiques. Il ne faut jamais dépasser de façon durable la capacité d'absorption des sucres de l'intestin grêle. C'est la règle d'or du bon fonctionnement métabolique. S'il n'y en avait qu'une, ce serait indiscutablement celle-ci, je vous la répète. Il ne faut jamais dépasser de façon durable la capacité d'absorption des sucres de l'intestin grêle. La malabsorption des sucres du grêle, progressant avec l'âge, est connue depuis longtemps. Une très belle étude de 1982, publiée dans une revue scientifique de renom en gastro-entérologie, a mesuré cette malabsorption et donc la limite de sucre à ne pas dépasser par repas, sous peine de souffrir des conséquences des fermentations excessives s'opérant dans le grêle, car tout sucre non absorbé sera fermenté par les bactéries et fera croître leur population. Un individu de 20 ans
autant dire doté d'un grêle encore neuf, a la capacité d'absorber 200 grammes de sucre par repas, ce qui est considérable, ce qui démontre pourquoi une personne jeune et en bonne santé peut se permettre de consommer à peu près ce qu'elle veut, sans conséquences néfastes, sauf à réellement exagérer bien sûr par une consommation véritablement pléthorique et constante. Cela s'avère être très différent pour une personne de 50 ans qui voit la capacité d'absorption des sucres du grêle réduire à environ 50 à 60 grammes par repas, c'est-à-dire entre 3 et 4 fois moins que lorsqu'elle avait 20 ans. Là, c'est la baisse qui est considérable. Et la malabsorption des sucres du grêle continue à s'accroître avec le temps. Un individu de 70 ans peut voir sa capacité d'absorption des sucres par repas réduire à 25 grammes. Un grêle de 70 ans, même de 50 ans, n'est plus un grêle de 20 ans. Personne ne tient compte de ce fait physiologique. Il est donc évident qu'une personne qui consomme autant de sucre à 50 ans qu'à 20 ans va développer inexorablement une dysbiose en raison du dépassement pérenne de sa capacité d'absorption des sucres du grêle et de la pullulation bactérienne que cela induit. Les sucres non absorbés nourrissant alors outrageusement les bactéries, et des bactéries bien nourries, ce sont des bactéries qui se multiplient, qui pullulent. Bien évidemment, en fonction de l'hygiène de vie et des quantités modérées de sucre ingérées durant la vie, certaines personnes de 70 ans vont conserver une capacité d'absorption des sucres du grêle supérieure à 25 grammes. Mais ce que je mesure personnellement, quotidiennement sur le terrain, est plutôt l'inverse. Je vois des personnes de 35 ou 40 ans qui ont une capacité d'absorption des sucres du grêle extrêmement réduite, c'est-à-dire qu'un grêle de 40 ans peut être plus vieux encore sur le plan physiologique qu'un grêle de 70 ans. Les personnes souffrant d'une malabsorption sévère du grêle en raison d'un biofilm résistant bien installé, d'une muqueuse détériorée, abrasée, et elles sont nombreuses ces personnes, eh bien, sont des personnes âgées trop tôt. La question que l'on peut se poser est donc celle-ci: comment connaître son propre niveau de malabsorption des sucres du grêle sans aller forcément consulter un thérapeute apte à la mesurer? Alors, répondons à cette question. Le grêle est un lieu d'absorption des sucres issus des aliments digérés grâce à nos propres enzymes digestives, c'est-à-dire sans fermentation bactérienne ou très peu. Il ne doit pas y avoir de fermentation dans l'intestin grêle, ni dans l'estomac d'ailleurs. Pour cela, le flux digestif et l'absorption doivent être rapides. Tout ralentissement du flux digestif, toute stase gastrique ou tout spasme duodénal est problématique et induira une dysbiose. Le grêle n'est pas conçu pour la fermentation, ce n'est pas son rôle. Un peu à sa toute fin, car siège dans la partie terminale de l'iléon plus de bactéries que dans le duodénum et le jéjunum, nous l'avons vu, mais cette fermentation doit être faible, très faible. Ballonner juste après un repas ou peu de temps après est anormal. C'est un signe clinique de dysbiose, de pullulation bactérienne dans le grêle parce que l'on a trop nourri ces bactéries par un dépassement répété de sa capacité d'absorption des sucres. Cette dysbiose est un SIBO, une surproduction d'hydrogène par fermentation des sucres ingérés en trop grande quantité. Reprenons l'exemple d'une personne jeune avec un grêle en bon état. Si elle consomme des sucres fermentescibles comme du glucose ou du fructose, ceux-ci vont très vite quitter l'estomac et être absorbés par la muqueuse du grêle quasiment instantanément, ne laissant aucune chance aux bactéries de s'en nourrir au point de se multiplier. Si, en revanche, je prends l'exemple d'une personne de 40 ans souffrant d'une dysbiose et d'une malabsorption sévère du grêle, ces mêmes sucres ne seront que très peu absorbés par le grêle et nourriront alors les bactéries de la dysbiose, ce qui aggravera le processus et les pathologies liées à la dysbiose. Ballonner est le signe clinique d'une flore de fermentation surexprimée par un apport de sucre trop important, c'est-à-dire supérieur à la capacité d'absorption du grêle. Trop de sucre non absorbé traîne en son sein et les bactéries ont alors tout loisir de s'en repaître par fermentation jusqu'à la pullulation. À ingérer plus de sucre que le grêle n'est capable d'en absorber, on fait de l'élevage de bactéries. C'est un véritable fléau. Qu'est-ce que cela implique sur le plan métabolique?
Eh bien, une forte production de graisse, jusqu'à des graisses à très longue chaîne de carbone, des céramides, j'en parle longuement dans mon dernier livre, des graisses inflammatoires qui vont migrer et aller se loger un peu partout dans l'organisme en fonction du terrain métabolique de chacun. Le foie, le pancréas, le mésentère, la peau, le cerveau, l'endomètre, la prostate, etc. Les sucres non absorbés engraissent les tissus, même en absence de surpoids ou d'obésité, bien plus que les sucres absorbés, et sont bien plus inflammatoires en raison de la forte production de céramides qu'ils induisent. Une personne qui ballonne, qui produit trop de gaz, est une personne qui produit des graisses inflammatoires. Lorsque trop de sucre, fibres comprises, sont présents dans la partie terminale de l'iléon, donc à la fin du grêle, avant le sécom, il se produit un phénomène que l'on appelle frein iléal, c'est-à-dire que le flux digestif va être ralenti par voie réflexe. Le diamètre de l'iléon, augmentant par la présence des sucres en quantité et celle des gaz de leur fermentation, déclenche un frein iléal qui va fortement ralentir, voire bloquer à distance la vidange de l'estomac. Nous avons vu plus haut que le flux digestif devait être rapide. Un frein iléal est donc un problème sérieux qui va aggraver la dysbiose, les fermentations et la production de graisse viscérale. Pour retrouver un flux suffisant, il est impératif alors de baisser drastiquement l'apport de sucre en tout genre afin de laisser le temps à l'iléon de se vider. Un frein iléal est un message du grêle à l'estomac. Et là-haut, bloque tout, arrête de nous envoyer des sucres, on en a déjà trop ici, tu es en train de me transformer en une usine de fermentation, stop. Ce message, l'estomac l'entend parfaitement. Mais nous ne l'entendons pas, nous ne le comprenons pas. Nous continuons à ingérer des céréales, des farines, des légumineuses, des fruits, des légumes et des crudités en masse. Les instances nutritionnelles nous le recommandant vivement, alors que le grêle est en overdose de sucre. Trop de sucre, fibres comprises, vont également finir par dépasser la capacité de traitement de fermentation du côlon. Pourtant prévu pour les fermentations, mais trop, c'est trop. Notre intestin grêle est très long, mais notre côlon est assez court. Nous ne sommes pas des gorilles, nous ne sommes pas faits pour fermenter à outrance des kilos de végétaux au quotidien. Ce n'est pas notre physiologie. Mais aujourd'hui, la tendance à la consommation végétale abusive qui dépasse nos capacités de traitement, une consommation à laquelle on ajoute une complémentation affolante et inepte de pro et de prébiotiques est arrivée à un niveau de non-sens physiologique, à une véritable catastrophe métabolique. Les consommateurs se transforment en véritables usines à gaz. Là-dessus, des gens très intelligents recommandent de boire du vinaigre. Là, c'est le pompon. On recommande à des personnes qui produisent déjà trop d'acétate, qui en ont plein l'estomac par fermentation des sucres en raison d'un flux digestif insuffisant, d'y ajouter de l'acétate. C'est dramatique, la production de graisse explose, ainsi que celle d'histamine par stimulation des mastocytes. Ce n'est pas très malin. Je rappelle qu'Homo sapiens est un animal à ventre plat, 24 heures sur 24, toute sa vie, qu'il ne doit pas ballonner ni émettre beaucoup de flatulences. Ces dernières doivent être de faible volume et non odorantes. La physiologie de l'intestin grêle nous impose de réduire l'apport de sucre fermentescible l'âge avançant. Consommer autant de sucre fermentescible à 50 ans qu'à 20 ans, répétons-le, est une gageure métabolique, un non-sens physiologique qui entraîne la plus grande partie de la population dans le mur en raison des dysbioses que cela induit, responsable de la plupart des maladies chroniques modernes. Voilà pourquoi la diète low carb, donc pauvre en sucre, est une nécessité physiologique. Je ne dis pas qu'il faille suivre une diète cétogène, bien que je ne suis absolument pas contre, mais ce n'est pas une obligation. Certaines personnes adeptes des diètes cétogènes tombent dans l'obsession d'une production de corps cétonique constante, prennent sans cesse des mesures et paniquent dès lors qu'elles sortent d'une production maximale. Une flore riche, c'est une flore qui permet une production de propionate, d'acétate, puis de butyrate sans excès. Je rappelle au passage que trop de butyrate est nocif. J'explique tout ça dans mon dernier livre. Une flore riche,
c'est une flore qui permet également la production de bêta-hydroxybutyrate, un corps cétonique, qui est un marqueur d'un bon métabolisme. Mais en aucun cas, la recherche d'une production maximale et constante est obligatoire. Un métabolisme sain, c'est une flore riche qui permet une grande flexibilité métabolique, c'est-à-dire un organisme qui produit du butyrate, un peu, de l'hydroxybutyrate, un peu, et tout va bien. Je vois des personnes qui, après un jeûne de 16 heures, ne sont toujours pas en état de produire de l'hydroxybutyrate. Là, c'est un problème de dysbiose, de flore pauvre, et la réduction drastique des sucres devient alors un passage obligatoire. Une diète low carb est une diète qui correspond à notre physiologie digestive, facile à adopter, variée, qui permet l'apport très intéressant du biote de certains légumes et qui permet quelques plaisirs sucrés, modestes certes, mais suffisants pour être fort appréciables. Il n'est nul besoin de peser, de compter, chacun ayant sa propre tolérance au sucre, son propre niveau de malabsorption. L'important est de ne pas fermenter dans le grêle, de ne pas ballonner et d'avoir peu de flatulence. Pour les accros à la calculatrice, disons que 100 g de sucre est le maximum indiqué en cas d'une flore de fermentation surexprimée et moins encore pour les malabsorptions sévères. Il faut de la sagesse, il faut de la mesure. J'espère vous avoir apporté quelques connaissances supplémentaires. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast avec vos proches et vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.